sans tenant compte de cet aspect que je m'arrêterai sur des passages significatifs du journal, où notre voyageur interprète en réalité la viennoise très différente de la sienne, suivant la clé de lecture que lui suggère sa formation culturelle, afin de rendre au duc d'Est les renseignements les plus utiles au niveau des stratégies politiques. Je crois que les études qu'on a faites jusqu'aujourd'hui n'ont pas bien compris le poids culturel qu'avait dans la cour la figure du comte Godebo, lequel apparaît pourtant très importante à la lumière de ses écrits et étant donné les charges qu'on lui confiait. On déduit qu'il avait une formation d'humaniste et d'antiquaire de haut niveau. On le dit poète, dramaturge, juriste, lecteur d'institutions civiles à l'université de Pise, et lui-même se qualifie comme quelqu'un de particulièrement compétent et avisé dans le champ des règles du cérémonial et des dynamiques de la cour. C'est sans doute en vertu de ce profil qu'on lui confie cette charge d'escorte royale dans les années suivantes. Les voyages à Vienne, dont il écrit le sudit journal sur demande du duc, remontent en 1659, selon le témoignage d'un groupe de lettres conservées aux archives dans le même dossier du journal. Godebo rédige cette relation de façon très scrupuleuse, produisant un document presque unique quant à l'ampleur et à la variété d'informations et dans le contexte diplomatique de la cour des Est, où l'on était plutôt accoutumé à condamner les relations entre ambassades et à travers la correspondance et les dépêches. Mais suivant le modèle politique de Venise, caractérisé par un emploi massif des relations de voyage, le duc d'Este, depuis l'époque de François Ier, avait choisi de plus en plus fréquemment de confier les relations diplomatiques à des personnalités de grande envergure intellectuelle, capables de conserver la mémoire des gloires de sa famille et de promouvoir une image de prince nouvelle et efficace, bien que respectueuse de la tradition. C'est précisément ce dont Alphonse IV avait besoin. En effet, après la perte jamais guérie de la vie de Ferrara, qui avait vraiment entaché le renom de la dynastie des Est sur la scène politique européenne, c'est seulement grâce à son père et à son esprit d'initiative que la famille avait commencé à se réhabiliter. Et c'était désormais le duc Alphonse qui devait en suivre les pas. Des diplomates cultivés, tels que Fulvio Testi ou Alessandro Tassoni, avaient exhorté François Ier à renforcer sa réputation personnelle dans le cadre d'une réorientation plus moderne du rapport entre culture et pouvoir. De même, Alphonse, s'accompagnant de personnalités de grande envergure, renforce son image de souveraine au niveau européen et s'inspirait des idéaux de cour des royaumes plus anciens qui étaient souvent transmis à travers l'art et le collectionnisme. Il insiste également sur les valeurs essentielles de la vertu chrétienne, afin de souligner son appartenance convaincue à l'Europe catholique, guidée par les deux branches de la maison d'Autriche comme condition indispensable à la consolidation de son prestige. Une déclaration emblématique de cette stratégie politique apparaît déjà dans une œuvre laudative dédiée à François Ier à l'occasion de ses funérailles. Il s'agit de l'idée de Principe Eteroe Cristiano, rédigé par le jésuite Domenico Gamberti, qu'il fait briller par reflet Alphonse même, en déclarant que celui-ci partage les idées et intentions du dédicataire. Sous la bannière des liens dynastiques reconnus avec le prince Pio de l'Europe chrétienne entière, retrace dans les pages de Gamberti, Alphonse voit sans doute dans la cour de Léopold Ier un modèle parfait de cour à imiter, suivant ses propres moyens, dans le petit royaume padon. Par
Par ailleurs, contrairement à son cousin et puissant antagoniste Louis XIV, Léopold Ier ne promouvait pas le culte du monarque en tant qu'individu, mais insistait plutôt sur l'exaltation des valeurs d'une lignée ancienne et éclairée, exactement ce que le duc d'Este avait intérêt à proposer. Voilà la raison de la relation détaillée qu'il demande au comte Codebon, lequel, comme lui-même le déclare dans l'Incipit, ne manque pas, pendant son voyage, de relever les éléments les plus emblématiques de l'exhibition du pouvoir. Il le fait en sélectionnant les aspects les plus curieux qu'il remarque. En même temps, comme l'avaient fait presque tous les voyageurs de toute époque confrontés avec l'autre, il tend à rechercher ce qu'il peut comprendre sur la base de son expérience et de sa préparation. Dans les pages du journal, il devine les liens existants entre ce qu'il voit et la mythologie classique. Il fait des observations étymologiques, il recourt au texte de Tacite pour déchiffrer les us et coutumes des Allemands. Il suit les topoi et les schémas de l'Institutio Oratoria de Quintilien pour décrire les villes sans cesser de recopier toutes les inscriptions latines qu'il rencontre, qui sont pour lui les seules expressions compréhensibles du monde qui lui est linguistiquement impénétrable. Aux yeux de Codebon, la cour viennoise est donc appréhendable à travers le langage universel des images, collections, trésors, jardins et des cérémoniales qui avaient lieu dans les salles du palais ou au cours des célébrations liturgiques. Enfin, à travers toutes les affiches de pouvoir. Dans un va-et-vient d'ambassadeurs, résidents, diplomates extraordinaires, dignitaires, dames et chevaliers, à qui il transmet les salutations du duc, l'ambassadeur Montecuccoli est mené, avec le comte Codebon, à visiter différents lieux à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Ce n'est que 27 jours après leur arrivée à Vienne que les deux sont admis à visiter, par ordre chronologique, l'arsenal, la galerie de l'archiduc Léopold William, les trésors profanes et finalement les trésors sacrés. Au lendemain de ce tour, l'ambassadeur reçoit des souverains l'investiture officielle pour Corrège, comme si l'épiphanie de Léopold demandait une sortie d'initiation progressive à travers un parcours qui consistait dans les symboles les plus prestigieux du pouvoir, succédant selon un climax ascendant jusqu'à arriver devant l'empereur en personne, alors que les yeux de ses hôtes étaient encore sous le charme de la magnificence de son trésor. À l'insu des Modenais, la cérémonie officielle commence donc de l'entrée dans l'arsenal pour ne s'achever que le lendemain pour l'acte politique formel du souverain. Pendant ce parcours, Codebon est à la proie d'un effet d'émerveillement constant, dont lui-même peut jouir, mais qu'il doit également savoir susciter à travers ces mots chez son seigneur. Son compte rendu de la cérémonie débute pour un passage actif sous l'arsenal pour s'arrêter bientôt sur la galerie archiducale léguée par Léopold William à son niveau en 1656. Après avoir dénoncé, selon les topoi rhétoriques, l'impossibilité d'exprimer autant de beauté ainsi que son inaptitude à en exprimer le prestige pour manque de compétences pour les connaître, il passe à les décrire dans les détails. 4 loges, 2 salles et un cabinet sont les espaces où sont exhibés 1400 tableaux magnifiques. Une autre pièce abrite les statues, les livres et les objets précieux. Le comte fait le choix de ne faire ressortir que quelqu'un, 14 en tout, de tous ces tableaux peints par les artistes les plus distingués. Il les sélectionne sur la base des critères qu'il justifiera. Il commence par la vieille femme
La vieille femme avec une bougie, peinte par les Hollandaises, un tableau réalisé par Gerrit Du, qui est aujourd'hui conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Dans la restitution de l'effet de la lumière qui de la bougie se reflète dans le visage de la femme. Après avoir mentionné quelques peintures en marbre, des œuvres que les figures humaines et les architectures miniatures rendent merveilleuses et curieuses, les contes s'arrêtent sur un autre tableau curieux en raison de la nouveauté de son idée. Sur la base de sa description, nous pouvons l'identifier dans une nature morte de Jan David Dehm, elle aussi conservée à Vienne. Il s'agit curieusement de deux peintres contemporains qui s'étaient tous les deux formés à l'aide et qui représentaient la peinture hollandaise la plus raffinée, dont la technique extraordinaire est visible par l'institution méticuleuse des détails. Du était le maître de ce que l'on appelle justement les Finschlinder, les peintres raffinés, experts dans la peinture de petits tableaux illustrant des scènes de la vie quotidienne ou des natures mortes, et réalisa des chefs-d'œuvre inestimables qui, par l'illusionnisme de forme, surface, texture et effet de lumière, frapperaient à tel point le contemporain qu'il s'assura à jamais des cotations très élevées dans le marché. Il s'agissait de tableaux à cabinet très coûteux qui se prêtent parfaitement à être offerts comme dons entre régnants, en vertu de leur finesse formelle et pour les thèmes apparemment simples où s'exprimaient pourtant les goûts et les plus appréciés dans les cours du XVIIe siècle. De telles œuvres se trouvaient surtout dans les Kunstkammer de cour exposées sous la protection des draps ou bien renfermés comme des bijoux dans d'élégants coffrets expressément conçus. Il s'agissait ainsi conservés comme des biens de grande valeur, mais aussi à raison de leur capacité d'inspirer la méditation selon les particularités des sujets qu'elles reproduisaient. On peut donc déjà reconnaître une attitude caractéristique de ce diplomate à l'égard de peinture. Son regard curieux est surtout attiré par celle où s'affiche clairement l'adresse technique de l'auteur et dont la qualité esthétique est le résultat d'un travail manuel long et minutieux, capable de créer une œuvre précieuse non seulement par l'invention, mais aussi par sa nature matérielle d'objet de prix. En effet, d'autres œuvres qu'il décide de mentionner semblent répondre à ce même critère de sélection. C'est le cas, par exemple, de deux peintures de Giulio Romano qui, dans le journal, sont citées comme un recul et un feuilleton. Grâce à une confrontation avec l'inventaire de la collection picturale de l'archiduc rédigée précisément en 1659, il est possible d'y reconnaître deux petits peintres sous cuivre à la facture délicate, susceptibles de répondre à l'intérêt du conte pour l'acte étant qu'expression de maîtrise où l'admiration est suscitée par la matière employée et la façon dont elle a été transformée pour les mains habiles de l'artiste alchimiste. Outre la maigre citation d'une femme adultère du Padovanino, et d'un Saint-Pierre du Spagnoletto Codebo mentionne deux chasses, l'une desquelles est un grand tableau de Rubens, le Flamand, qui le juge beau en raison de son sujet intéressant, car il montre comme aux Andes on chasse les lions ayant recours au parfum d'une fleur. L'autre est une chasse aux cerfs, exactement pareille à la chasse dont il avait été témoin avec la cour impériale en grande pompe en des ans de jours auparavant. Un événement dont l'avait frappé la logique complexe du cérémonial et l'aménagement d'une série de loges d'où les spectateurs pouvaient assister au spectacle de la mise à mort des animaux. Si dans la première toile, on reconnaît l'une des plusieurs versions de chasse au lion réalisées par Rubens entre 1615 et 1621, les deuxièmes correspondent peut-être à une œuvre
de Lucas Cranach est aussi conservé au musée de Vienne. Loin d'apprécier la valeur artistique des tableaux, les diplomates avancent des hypothèses dans tout autre genre. Ils considèrent ce couple de peintures comme une sorte de distique à deux faces d'une même pratique telle qu'on l'exerce aux deux pôles opposés du monde, la chasse européenne et la chasse exotique. Ces œuvres sont donc jugées en vertu de leur capacité de transmettre des informations curieuses, de témoigner des pratiques parfois reculées et méconnues, parfois proches et habituelles. En revanche, Codebon ne commande aucunement l'extraordinaire vigueur des dérivations léonardesques démontrées par Rubens dans la représentation des bêtes presque humaines par la façon déchirante où elles résistent de toutes les forces et avec une vigueur telle à bouleverser tous les canons du genre de la peinture de chasse. Aux yeux de notre diplomate, au contraire, la peinture n'est qu'une occasion pour connaître les formes d'une conquête anthropologique et pour analyser les exemplaires d'un fond étranger, comme s'il s'agissait d'un bestiaire médiéval ou d'un catalogue scientifique. À un genre d'intérêt pareil est liée l'admiration de l'auteur du journal pour 4 tableaux d'un artiste dont le nom est à tel point estropié qu'il est incompréhensible. Il paraît évident que Codebon avait jamais entendu prononcer le nom de Bruegel et cherche donc à la reproduire à travers une écriture phonétique avec des résultats aussi manifestement gauches que ceux de sa restitution descriptive d'une collection si distante de tout ce qu'il avait déjà connu. Toutefois, les détails de son inventaire du contenu des 4 tableaux qui citent les différentes espèces d'aliments terrestres, aquatiques, célestes et ignovum, qui vomissent de feu, nous permet de reconnaître les 4 éléments du grand artiste flamand. Encore une fois, donc, les diplomates ne jugent pas les œuvres pour l'excellence de leur facture, mais en tant que curiosa artificialia et en partie naturalia aussi, révélant ainsi, sous la couche de son érudition humaniste, la persistance d'un héritage encyclopédique d'approches scolastiques visant l'appréhension par un seul regard du monde tout entier. Dans sa description de la galerie de l'archiduc, on ne trouve aucune trace de la série de chefs-d'œuvre italiens appartenant notamment à la peinture vénitienne du XVIe siècle qui caractérisa puissamment la collection de Léopold Guillem et qui joua un rôle essentiel dans la politique culturelle des Habsbourg. En effet, dès la moitié du siècle, le goût italien imprégna tout l'environnement artistique de ceux-ci, de l'architecture au théâtre, de la littérature à la musique, tant qu'il devint un caractéristique distinctif d'une identité impériale qui avait besoin d'une marque forte qui puisse la rendre capable de rivaliser avec le néoclassicisme français. La dimension intellectuelle de Codebon n'admet jamais la contemplation esthétique, sauf rarement quand la qualité esthétique supporte un haut niveau de mimétisme du réel, ni ne lui permet d'estimer la valeur artistique d'une œuvre. Une fois visité la section picturale, le diplomate accompagné par un gardien est admis dans la salle du trésor impérial, où il adopte ce même critère de jugement, restant incapable de distinguer la beauté de l'excellence. En fait, la description qu'il fait de cette partie de la collection laisse deviner chez le comte un plus grand transport, notamment en raison des adjectifs et de locutions qu'il répète pour en souligner l'effet de stupeur et en justifier l'origine. D'ailleurs, son seigneur modène avait depuis toujours montré le même goût prononcé par les objets rares et bizarres qu'il cherchait avec le plus de zèle qu'il n'envoie aux peintures. Et à cette époque même, il engageait les négociations pour acquérir la célèbre collection scientifique de Manfredo Settala à Milan.
Dès 1630, seulement 2 ans après son élection, François Ier racontait dans une lettre que la réalisation de la galerie Espance était déjà presque parfaite, suivant un schéma qui prévoyait les rangements de peintures d'un côté et des extravagances et bizarreries de l'autre. Alphonse personnellement disposait l'acquisition des dessins, continuant institutionnellement les projets de son père, reproduisant un modèle de collection européenne qui prévoyait, à côté de la sélection consacrée au tableau, en vue de Kammer, censé susciter l'émerveillement et conférer du prestige au propriétaire. Il s'agissait d'un schéma soutenu également dans l'oration funèbre écrite par le jésuite Gamberti pour Alphonse en 1662, qui légitimait les intérêts scientifiques comme convenables à l'orthium d'un bon prince, en approuvant l'intention de reconstituer le monde en miniature et de le maîtriser. Pour la description du trésor profane, Cottebos, dont l'enthousiasme devient aussi frappant, annonce qu'il fera prévaloir l'ordre des armoires sur l'ordre des objets. Difficile à enregistrer de la façon systématique en raison de leur multitude et variété. Après une loge abritant des orgues musicaux de grande variété, il entre dans une première galerie où 13 armoires rangées d'un côté faisaient face à autant d'écrans. L'espace vide entre les deux rangées était meublé de plusieurs galanteries. Au bout de la pièce, une grande armoire occupait la largeur de la paroi par l'étalage d'équipage à la turque. Suivant une succession probablement hiérarchique d'objets de son entrée dans un tel lieu, l'hôte devait être visuellement frappé par les combinaisons de couleurs qui créent l'opposition entre les taches chromatiques formées par l'ensemble des objets en telle matière et la couleur des armoires où ceux-ci étaient étalés, lesquels, comme on le sait d'après d'autres textes, étaient en ébène. L'admiration de Cottebos se fait pourtant plus authentique et motivée quand son regard s'arrête sur les détails des objets, leur propriété matérielle et la qualité technique de quelques factures particulières. Il fait d'abord l'éloge d'un flacon en ivoire sculpté directement par ce Prométhée moderne qui était l'empereur Léopold, pour arriver à un panégyrique explicite qui réserve aux hommes habiles dans cet art qui furent capables de donner des formes merveilleuses au corail ou au mécanisme de serrure de quelques coffrets en cristal. D'autres éléments ressortissaient en raison de leur origine historique bizarre et prestigieuse, voire de l'ensemble de ces aspects. C'est le cas de l'horloge que les grands Turcs avaient offert à l'empereur Mathias, ayant la forme de Mahomet monté sur un cheval. L'animal signale les heures par un mouvement de la hanche antérieure et l'émission d'un hennissement. C'est encore le cas d'un groupe sculpté en or et en argent, représentant une mère avec l'enfant endormi qui invite les visiteurs à faire silence. Le rare et l'artificiel, la nature exceptionnelle et la fascination exotique s'allient dans l'innommable combinaison de la description de Cottebos. Ne manque pas de restituer, soulignant l'esprit actif, formatif et presque ludique qui à cette époque caractérisait la passion pour le collectionnisme parmi les particuliers aussi. À travers une telle collection, le prince acquiert de l'autorité car elle montre qu'il maîtrise un univers tout entier et qu'il est en plus doué d'une puissance créatrice capable d'égaler quasiment celle de Dieu, tout en assurant à ceux qui la partagent, même si en disant que la description, comme c'est ici le cas, les reflets de cette même majesté. Les diplomates comprennent ces mécanismes d'autoreprésentation et paraissent posséder, grâce à une formation solide d'antiquaires, les clés pour accéder à ces systèmes.
Seulement un peu plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis que les graveurs sur les frontispices des catalogues du cabinet de Madame de Scudéry avaient métaphoriquement dénoncé la nécessité d'assimiler les savoirs et les principes anciens pour pouvoir formuler un jugement exact à propos d'une collection typique du XVIIe siècle, composée d'éléments naturels et artificiels. Après avoir mentionné des pièces majeures de la maison des Habsbourg, comme la grande tasse Nagate et les cornes de licorne, encore aujourd'hui symbole de l'identité culturelle de la dynastie, Caudebeau termine son tour par l'accès au trésor sacré. Ici, sa description redevient moins minutieuse. Les secrétaires étaient surtout souciés de transmettre l'impression de sacralité qui donne l'ensemble de la pièce, où les objets sont rangés dans de grands credences complètement couverts par des rideaux rouges, qu'on tirait en présence du visitateur même pour lui montrer le contenu. Comme on le sait, la présence d'un rideau révèle différentes intentions. En l'occurrence, elle sert à rendre tangible la perception de la richesse à protéger et à préserver, mais surtout à amplifier l'effet de l'épiphanie sacrée, jouant d'intermédiaire entre l'œuvre et les visiteurs, et qui ont permis l'accès à un lieu spécifique à un moment déterminé. L'effet de trésor qui se révèle d'une façon si théâtrale aux yeux de Caudebeau, conscient du privilège que lui est accordé, est appréhendé dans sa totalité et ne lui permet pas de s'appliquer à l'observation minutieuse des détails comme il l'a fait pour la session profane. Il se limite à mentionner des objets liturgiques génériques, des vases sacrés, des saints reliques, un encontre du rêve, sans donner aucun jugement qualitatif concernant leur aspect artistique. La seule impression qu'il veut donner est celle-ci d'être arrivé et avoir mené le lecteur au corps de la maison des Habsbourg, dans le lieu le plus intime et profond de l'absolutisme dynastique, que l'éclairage ou lumière perpétuelle à l'intérieur d'une belle lanterne en cristal contribue à rendre d'autant plus suggestif. Caudebeau conclut par affirmer de n'avoir tiré la démonstration éclatante de la grande piété des princes autrichiens. Le parcours qu'on a suivi nous permet enfin de comprendre que dans la rédaction de son journal, Caudebeau a été guidé par un goût excentrique pour la découverte du merveilleux, auquel il associe un intérêt pour les témoignages de sens naturels les plus récents des activités humaines capables de défier la matière grâce à l'application d'un travail technique. Il a montré à Piessé les ouvrages où l'art n'est qu'un simple enveloppement décoratif, censé cacher la variétable beauté qui est propre à la nature des objets, à leur précision et à leur bon fonctionnement. À la lumière de ces constatations, et c'est le dernier aspect que j'ai traité, les descriptions enthousiastes que Caudebeau propose des différents jardins où il est admis, et son attraction particulière pour la cérémoniale de cours qui sont organisées, ainsi que pour les superbes séries de statues mouvantes qui créent des jeux de mirobolants, apparaît justifié. Dans ce lieu, les diplomates trouvent tout ce qui attisait davantage sa curiosité: nature, antiquité, technique et rituel princier. Le premier jardin qu'il visite en étape de son voyage vers Vienne fut celui en minute des comtes Just et Aveyron. Une fois arrivé à sa destination, il en vit plusieurs. Là, les usages typiques de la cour autrichienne se déroulent sur une scène de délices et aménités dont l'élément constant et essentiel est la présence de statues qui ont presque toujours la fonction de fontaine. Caudebeau n'aperçoit la beauté seulement s'ils se apprennent dans leur rapport à une architecture bien pensée qui les place dans la nature selon des dessins précis qui favorisent un dialogue entre marbre et paysage, entre artifice et nature.
Les jardins de statues qui rappellent les modèles de Belvedere sont assimilés dans toute l'Europe à l'exemple de la culture italienne comme des jardins de pouvoir dans un espace ouvert qui, dans cette période, définit la mesure de la royauté. La scénographie devient donc l'instrument pour souligner l'immensité des propriétés du maître et donc de son pouvoir. Et plus, quand elle est confiée au jeu d'eux, la magnificence s'est liée une nouvelle fois au concept d'exaltation de la technique. Ce n'est pas un hasard si le seul don offert à l'ambassadeur Montecucco, le mentionné par Codebord, est justement le dessin de La Fontaine, superbissime par ses dimensions et par la quantité d'eau employée. Œuvre de sculpture milanais Tommaso di Garone, qui l'on était en train de construire devant le palais du prince archevêque de Salisbourg, Guy de Balbonto. Sont les conclusions. Les secrétaires considèrent toutefois le parc d'Elbrunn comme le lieu le plus curieux et digne d'être décrit. C'est là que l'archevêque Marco Sittico, entre 1613 et 1619, avait aménagé un parc magnifique où, parmi différentes espèces d'animaux, 12 ermitages consacrés à la dévotion religieuse et plusieurs petits pavillons réalisés entre eux, des fontaines étaient parsemés capables de jeux d'eau mirobolants, vrais chefs-d'œuvre des techniques hydrauliques. Il s'agissait de véritables automates qui, à travers leur mouvement, simulaient la vie. Un potier, un boulanger, un remoulé, un aveugle avait un petit berger, un maraîcher, une baleine, entre autres. C'est eux que les diplomates adressent son regard d'enquêter les plus méticuleux et ces mots des plus grands stupeurs, retrouvés parmi les aménités de la nature en vue des caméras en plein air où le passage de la matière à la vie pouvait être le plus profondément suivi. L'intérêt pour la nature se matérialisait ici au corps de la nature même, comme dans un laboratoire souterrain, où les éléments sont connaissables, expérimentables et malléables. Ce parallélisme est rendu explicite par la présence d'une grotte dont les murs étaient recouverts de peintures d'animaux et de bêtes sauvages, au centre de laquelle était une petite table en marbre, un lieu d'étude et de contemplation privilégié du collectionneur et des penseurs, caché dans l'entraille de la terre, mais ouvert au savoir le plus curieux. Merci beaucoup.